Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, votre magazine du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Guy Konopnicki, Marianne, Alberto Toscano, Presse européenne, Aline Lebaille-Kremer, LCI et Stand with Ukraine, et on aura en ligne tout à l'heure Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Nous parlons de Mélenchon et la gauche, ou plutôt la gauche et Mélenchon, cette alliance entre la carpe et le lapin, ses chances de survie pour les prochaines échéances européennes. Nous parlerons des civilisations, qui est diagnostic posé par le président Macron, sur lequel on débattra. Bonjour à tous les trois. En attendant d'être rejoint par Frédéric Dabi, j'aimerais ouvrir cette émission avec Géraldine Schwartz, qui est une jeune franco-allemande qui est venue souvent à cette émission. Elle s'intéresse beaucoup à l'Europe et analyse certaines déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Et celle-ci, par exemple, je ne vous dis pas, c'est une citation de Jean-Luc Mélenchon, je ne vous dis pas que nous allons créer un paradis, mais je vous garantis que du jour au lendemain, nous ferons cesser l'enfer. Cette comparaison de la France macronienne assimilée à un enfer, qu'est-ce que ça vous inspire? Je commence avec vous, Guy Konopnicki. C'est très clairement le langage stalinien, particulièrement d'ailleurs celui du stalinisme français. Son fondateur, Marcel Cachin, disait « Camarades, je suis trop vieux maintenant, je n'entrerai pas dans la terre promise, mais le parti vous y conduira. » C'est exactement ça. C'est exactement ce que dit Mélenchon. C'est-à-dire, j'ose pas promettre le paradis, parce qu'évidemment, tout de suite, on va penser au paradis soviétique, mais enfin, tout de même. Et la France d'aujourd'hui, ça serait l'enfer. C'est-à-dire, c'est cette description délirante, permanente de la France, quand on entend parler les députés insoumis, on dit... J'ai dû me tromper, je vis au 19e siècle, il y a des enfants de 8 ans que Macron envoie dans les mines, parce que c'est Macron à chaque fois, alors, donc le capitalisme c'est Macron, machin c'est Macron, et une description misérabiliste qui est totalement fausse, qui ne correspond pas à la réalité. Vous êtes dans un pays où on est soigné gratuitement, où quand vous avez une affection grave, tout est pris en charge, on vous transporte, on vous amène à l'hôpital, on vous soigne, qui que vous soyez, du moment que vous avez vos droits à la sécu, y compris quand vous êtes... Enfin, on est dans ce pays-là, où il y a un modèle social extraordinaire qui est évidemment à défendre, qui est remis en cause, qui est ceci, cela. Mais enfin, on n'est pas dans ce qu'ils décrivent. Alberto Toscano. Tout à fait d'accord, Guy. Je crois que quand même le problème est un autre, dans le sens que ce langage démagogique, populiste utilisé dans ce cas par Mélenchon, n'est pas un élément isolé de la politique actuelle en France, et pas qu'en France d'ailleurs, aussi dans d'autres pays européens, Italie comprise. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a une vague de démagogie. Le problème est qu'aujourd'hui, la démagogie a remplacé le débat politique, pas seulement dans le cas de l'extrême gauche, mais aussi dans le cas des pragmatiques, théoriques, des personnes raisonnables. Quand j'entends Madame Borne, qui est assise ici, je ne sais pas si c'était à ta place ou à la mienne, mais enfin, il y a quelques jours... Non, c'est à celle de Guy. C'est à celle de Guy, et pour cause, Guy est beaucoup plus digne que moi dans le débat politique, mais elle utilise l'argument pétant pour un débat politique actuel. Ça veut dire remplacer le pragmatisme par une envie d'autre chose, par une envie de se prêter à cette logique. Elle a obtenu un effet intéressant. Oui, mais on parle. Elle a obtenu un effet intéressant, c'est que Marine Le Pen refuse l'héritage de Pétain. C'est la première fois que chez les Le Pen, on refuse un héritage. Hein, c'est très bien. Voilà, l'effet collatéral est sans doute intéressant. Mais moi, je remarque... Revenons au sujet, qui est la gauche et Mélenchon. La gauche et Mélenchon. Et la déclaration de Mélenchon. Mais le problème,
publicité. Le problème de la gauche est qu'elle est basée, sa force fondamentale aujourd'hui est l'extrême gauche démagogique et populiste. Ça amène la gauche dans son ensemble à subir cette contagion de démagogie. Et le problème est qu'aujourd'hui, dans tous les débats politiques, on a un cruel manque de pragmatisme, de pied sur terre. Aline Lebas-Crémer. On pourra peut-être parler de Pétain, mais sur la phrase, en l'occurrence, en fait, ce qu'il faut voir, c'est la définition de ce que c'est l'enfer. Et ça me fait penser, il y a quelques jours, la semaine dernière, donc j'étais en Ukraine, aussi à une conférence de société civile. Il y a beaucoup d'organisations et beaucoup de jeunes ukrainiens, dont une jeune femme qui était très intéressée, très angoissée, avec de l'angoisse dans les yeux, de comprendre ce qui se passait dans les rues en France. Elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce que vous reprochez finalement à Emmanuel Macron ? Quel est le sens de toutes ces manifestations ? Et en fait, il y a quelque chose, c'était assez vertigineux, parce que et c'était très compliqué de lui expliquer à elle, qui vit dans un pays en guerre avec des bombardements tous les jours, du pourquoi du comment d'un soulèvement sur une question de retraite. Donc en fait, oui, il y a de la démagogie, de la surenchère et un déni de réalité aussi, parce que qu'il y ait des dysfonctionnements, qu'il y ait des choses qui vaillent pas, qu'il y ait des gens pas contents, qu'il y ait des gens, il y a de la souffrance en France aussi. Enfin, ça aussi, c'est la réalité. Mais enfin, on peut pas comparer ça par rapport à l'état de la planète et à certains endroits de la planète. C'est pas ça l'enfer. L'enfer, et c'était extraordinaire de voir, et par ailleurs tragique, cette jeune femme s'intéresser au mouvement social en France, mais de ne pas comprendre par rapport à ce qu'elle, elle vit vraiment l'enfer. Alors, autre phrase, celle-ci de mon amie Géraldine Schwartz sur la gauche et Mélenchon. Je vous cite, « La collaboration avec Jean-Luc Mélenchon, souverainiste, germanophile, eurosceptique... » Germanophobe, pas fil. Germanophobe, pardon. Oui. Germanophobe. Oui, pardon. Oui, en voilà un qui suit. Eurosceptique, populiste et antidémocrate n'est pas excusable. Elle laissera une tache durable sur la gauche et les Verts français qui ferait mieux de se reconstruire patiemment pendant 5 ans autour de leurs valeurs propres plutôt que d'aller vendre leur âme contre une illusion de pouvoir. Non, mais je m'intéresse à votre lapsus parce que la germanophobie, telle que la pratique Mélenchon et d'autres, c'est très paradoxalement la haine d'un concept qui est la social-démocratie allemande. Voilà. Qui a beaucoup fait pour la construction européenne, qui a été un grand moment de l'Europe. Willy Brandt s'agenouillant à Varsovie et ce genre de choses. Voilà. Ce qui a vraiment rendu l'Europe possible, c'était ça, c'était Brandt. Et dans sa haine d'anciens social-démocrates, qui a refait le congrès de Tours 70 ans plus tard, ou 100 ans plus tard, il reprend cette haine stalinienne où le principal ennemi est la social-démocratie, la République de Weimar, et derrière la même phobie que les nazis pour la vie intellectuelle, les audaces intellectuelles, les audaces artistiques de Berlin sous la République de Weimar. C'est la haine de ça qui est derrière. Parce que quand il parle de l'Europe, il parle de l'Allemagne, d'une Allemagne, mais caricaturale, qui n'est absolument pas celle qu'on connaît, parce qu'une Allemagne infernale, j'en ai connu une, mais elle était à l'Est, effectivement. Celle-là, avec la Stasi, avec la police, avec tout le stalinisme en place, le mur, les barbelés, etc. De quelle Allemagne il parle? Mais elle n'existe pas, l'Allemagne dont il parle. Non, mais c'est absolument vrai. Et qui plus est, cette tradition selon laquelle la social-démocratie, le réformisme, le compromis quelque part, est le véritable ennemi, fait partie d'une tradition communiste. On a vu, d'ailleurs, on parle de Matteotti. L'année prochaine, ce sera les 100 ans de l'assassinat de Matteotti de la part des fascistes. On dit Matteotti chef des socialistes.
mais il avait été exclu du Parti socialiste sur la base de la poussée des extrémistes de l'aile gauche du Parti socialiste, de laquelle d'ailleurs un certain Mussolini à l'époque faisait partie, exclu juste avant qu'il soit tué par les fascistes. C'est-à-dire cette idée comme quoi le personnage qui se bat pour la réforme est le véritable ennemi parce qu'il permet au capitalisme de se renouveler et dont il repousse le moment de la grande libération révolutionnaire de la société. Cet élément fait partie de toute l'histoire du communisme et d'un certain radicalisme de gauche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Aline? Oui, là-dedans, il y a la question du rapport à la réalité et du rapport à l'autre. Et dans ces groupes-là, on voit bien que si on est peut-être à côté de leur construction, qui par ailleurs est complètement irréelle, artificielle, on se place à côté avec certaines impuretés selon leurs critères. Tout de suite, on est considéré comme traître, pas pur. Et la question de la pureté en politique, en général, ça sent le roussi. C'est jamais bon de vouloir construire à partir d'une réalité fantasmée, qui en général est à côté de ce qui se passe vraiment, et vouloir un autre qui corresponde avec, sans aspérité, sans relief, sans contradiction. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas très sain dans le rapport à l'autre et dans le rapport à la réalité dans tout ce type de phrases. Et finalement, en politique, quand on porte ces questions-là, c'est dangereux. Et en général, ça sent le roussi sur des questions de démocratie opérationnelle, j'ai envie de dire. Alors, on va reparler naturellement de Mélenchon et l'Europe. Nous avons en ligne avec nous Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Nous parlons de Mélenchon et la gauche, ou la gauche et Mélenchon, l'alliance entre les sociaux-démocrates, dont parlait un instant Guy Konopnicki, et LFI. Est-ce que le sauvetage électorale relative, disons, de la gauche aux dernières présidentielles ne se paye pas au prix fort sur le populisme, sur l'Europe, sur l'Ukraine et sur d'autres sujets? Oui, je partage votre point de vue. Il y a eu un sauvetage électoral. Si les quatre forces de gauche, PS, PCF, LFI et Europe Écologie Les Verts étaient partis seuls, ça faisait un nombre de députés absolument rikiki. Là, l'alliance, le coup de génie de Mélenchon, sa capacité à mobiliser, élisez-moi Premier ministre, même si ça a échoué, bien sûr, mais ça a permis de sauver les meubles. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit au sein de cette alliance, chez les sympathisants, je ne parle pas des élus, chez les sympathisants, des points de vue extrêmement divergents. Et eux-mêmes, c'était une enquête IFOP Humanité de la rentrée dernière, où on voyait qu'une majorité de sympathisants de gauche, une majorité très nette, 2/3 de gens se considérant à gauche, considéraient que la NUPES n'était pas pérenne. Et autre élément, on voit que Jean-Luc Mélenchon est l'élément bloquant, et l'élément qui est le plus compliqué pour beaucoup de gens de gauche, puisque on a quasiment un sympathisant de gauche sur deux qui considère que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la gauche pour retourner au pouvoir, pour incarner la meilleure opposition. Et dans la dernière séquence, réforme des retraites, mouvement contre la réforme des retraites, on a vu très bien que les forces qui sont sorties pour les Français renforcés, c'était le Rassemblement national et un degré moindre les syndicats, ce n'était pas la NUPES. Est-ce que cette création électorale qu'est la NUPES, c'est une spécificité française? Est-ce qu'on voit ailleurs en Europe un rapprochement de ce type entre un parti socialiste ou social-démocrate et un parti populiste? Pour autant que vous appeliez, je ne sais pas si vous considérez que la NUPES, la LFI, c'est un parti populiste ou un parti d'extrême gauche? C'est pas à moi de qualifier la NUPES et LFI d'une manière plus particulière, c'est la manière dont les Français en parlent. On voit que LFI, aujourd'hui, les Français font l'équation suivante.
La NUPES, c'est LFI. LFI, c'est Mélenchon. Il y a une très forte association Mélenchon-LFI. L'image de Mélenchon s'est très fortement dégradée depuis l'élection présidentielle. Il inquiète une majorité de Français. Il a une popularité de mauvaises opinions très majoritaire. Et c'est vrai que beaucoup de Français de gauche ne se reconnaissent pas dans un centre de gravité de la NUPES qui tire, qui pousse vers une gauche de la gauche, alors appelez-la extrême gauche, qui tire vers une certaine radicalité qui est en décalage avec ce que le peuple de gauche perçoit sur la question de la laïcité, sur la question de l'Europe. Des phrases comme « la police tue », c'est quelque chose qui choque une partie importante des sympathisants de gauche. Donc c'est ce problème où il y a un décalage très fort entre le centre de gravité de la NUPES visible à travers les élus, où c'est LFI qui domine quantitativement avec le nombre de députés, et le centre de gravité du peuple de gauche. Et pour répondre à votre question, c'est assez original en Europe, ce qui vient de se passer en Espagne, en Italie, on avait une gauche qui était plutôt avec des sensibilités différentes. Exactement. Oui, vous allez réagir là-dessus, Alberto Toscano. Comment les choses se présentent-elles, Frédéric Dabi, pour les prochaines élections européennes? Est-ce qu'on va reproduire le même schéma? Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que le scrutin européen? C'est un scrutin à part dans le cycle électoral français. Il n'a jamais de conséquences ou très peu pour la suite. Et c'est un scrutin de marque partisane, où les partis se comptent. Et vous avez peut-être vu, et sans doute vu, qu'on a publié l'IFOP fiducial une enquête pour le JDD Sud Radio sur des premières projections, à prendre avec beaucoup de prudence, s'agissant de ce scrutin européen qui aura lieu en juin 2024. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on teste les 4 forces de gauche séparées, elles atteignent à L4 35%, ce qui est beaucoup plus que l'élection présidentielle et législative. Ça montre à quel point le mouvement social a peut-être réveillé une partie du peuple de gauche, avec des forces à égalité, 10 pour le PS, 10 pour LFI, 10 pour Écologie Les Verts. Et cet éparpillement ne permet pas à la NUPES d'être en tête. Quand on teste une hypothèse, j'ai envie de dire législative, de gauche unie, avec une liste unique, certes, la NUPES arrive en tête et talonne le Rassemblement national, ils sont de mémoire à 26 chacun, mais 26 chacun, c'est 9 points de moins que le total de gauche. On voit à quel point une liste unique NUPES fait que beaucoup d'électeurs de gauche se sentent orphelins, refusent une liste NUPES dominée par la France insoumise, quand bien même elle laisserait Europe Écologie en tête de liste avec David Corman. On voit très bien le dilemme. Soit la NUPES part unie, une seule liste, possibilité d'arriver en tête, mais une très forte déperdition qui pourrait profiter à beaucoup de force, soit elle part séparée, avec peut-être plus de députés à l'arrivée, mais impossible de jouer les premiers rôles. Alors, question ou intervention courte de la part de notre plateau. D'abord, Alberto. Non, mais seulement pour remarquer, comme d'ailleurs Frédéric Dabi vient de le dire, dans les autres pays européens, il y a des alliances ou quand même des convergences à gauche, mais ces convergences ont comme axe porteur une position plus modérée qu'en France. En France, tout est basé sur l'extrême, sur Mélenchon, sur ces discours il est inutile d'utiliser ou non le mot populisme, comme d'ailleurs Frédéric Dabi faisait remarquer, mais c'est certainement axé et basé sur l'extrême. Tandis qu'en Allemagne, c'est une coalition de gouvernement où la gauche est, de toute façon, la social-démocratie qui dirige cette coalition, incluant les Verts, et en Espagne, où c'est de toute façon le Parti socialiste a dirigé la coalition. D'ailleurs, l'attitude plus inconfortable de la partie plus radicale de la gauche à l'intérieur de la coalition a contribué largement aux polémiques qui ont amené la majorité du gouvernement à la défaite aux élections administratives municipales et régionales qui ont eu lieu cette semaine. Frédéric Dabi. Oui, je partage tout à fait ce que dit mon ami Alberto Toscano, que je salue chaleureusement. Il y a un cas spécifique français, et c'est vrai que le score historiquement bas du PS à l'élection présidentielle de 2022, mais également en 2017, le score de Benoît Hamon était particulièrement piteux, a fait déplacer le centre de gravité à gauche, vers une gauche très radicale, et c'est
le dilemme de cette NUPES, trop marqué par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, personnalité attractive qui lui permet dans des simulations d'enquête présidentielle de premier tour d'arriver à un score important, mais également repoussoir qui lui interdit toute possibilité de victoire dans le cadre d'un second tour. C'est ce paradoxe à l'œuvre dans la NUPES qui est sorti, il faut le dire, affaibli de la séquence des retraites parce que le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas, la bordélisation de l'Assemblée nationale, les happenings permanents, la zadisation, c'est tout ce que ne souhaite pas l'ensemble des Français, et y compris une partie importante des sympathisants de gauche. Question de Guy Konopnicki. Oui, ce qui est franco-français, c'est aussi la négation de ce qui se passe au Parlement européen. Enfin, faire une liste unique, ça signifie quoi? Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste ne votent pas du tout comme les amis de Mélenchon au Parlement européen sur l'Ukraine, sur les sanctions contre la Russie, etc. Europe Écologie et l'ensemble des Verts européens sont tout à fait en pointe du combat pour la défense de l'Ukraine. Le Parti Socialiste, on l'a complètement oublié, mais enfin, aux précédentes élections européennes, il s'est allié avec Place Publique, Raphaël Glucksmann, ce qui lui a sauvé son score et permis d'avoir des députés. Et Raphaël Glucksmann n'est pas vraiment sur la ligne de Mélenchon sur toutes les questions européennes. Comment le PS pourrait-il demain aller devant les électeurs en disant nous faisons le contraire de ce que nous avons fait à toutes les élections européennes? C'est quand même incroyable. Attendez, intervention d'Aline Lebaille-Crémer et ensuite vous répondrez. Sur ce qui risque de se passer, on ne sait pas, mais il y a quand même certains sources, on serait quand même qu'il y a des tensions, ne serait-ce qu'au Parti socialiste, sur qu'est-ce qui va se passer, sur les histoires de listes communes ou pas. On sait qu'il y a des forces qui n'en veulent pas, voilà, encore au Parlement européen avant-hier, il y a des forces qui disent il n'y aura pas de liste commune, parce que rappelez que cette liste commune, la NUPES, c'était aussi une stratégie un peu désespérée, parce que effondrement conjoncturel du parti, pour sauver des sièges. Il y a quelque chose d'ultra prosaïque et de très calcul pragmatique et presque cynique, j'ai envie de dire, pour sauver des sièges, essayer de sauver ce qui restait à sauver. Et qu'est-ce qui va se passer? En revanche, ce qu'on a constaté quand même, c'est que les forces de gauche dans son pays, elles existent. Il y avait quand même plein de gens dans la rue qui, effectivement, ne se reconnaissent pas. Vous avez, Frédéric Dabi, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 10 secondes, 30 secondes, disons, et j'ajoute une question, parce qu'on va en parler tout à l'heure, on va parler de la culture woke. Je ne sais pas si vous mesurez beaucoup la culture woke aujourd'hui dans le pays. Est-ce qu'il y a une porosité entre la culture woke et la France insoumise? Vous avez 30 secondes, vous savez ce que c'est. C'est gentil de me donner royalement 30 secondes, cher ami. Déjà, par rapport à ce qu'a dit notre ami Guy Konopnicki, il a tout à fait raison. Et le problème en France d'une élection européenne, c'est que les forces en présence parlent très peu d'Europe et incluent uniquement des dimensions partisanes hexagonales avec des conséquences, non pas sur l'Europe, mais sur la situation politique en France. Échec de Michel Rocard en 1994 aux élections européennes, fin de sa carrière politique en France, réussite des écologistes, des ailes leur avaient poussé. Maintenant, sur la porosité woke, parti politique et France Insoumise, je ne vais pas répondre, mais on a publié ce matin une enquête IFOP fiduciale sur la laïcité et on voit très bien que la jeunesse et les sympathisants LFI ont une vision très ouverte, pour ne pas dire woke, du principe laïque. Le principe laïque pour eux, ce n'est pas séparer la religion et la politique, c'est pas faire reculer la place des religions, c'est assurer l'égalité et la visibilité de toutes les religions. Merci Frédéric Dabi, on marque une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4 quarts avec autour de nos micros Guy Konopnicki, Alberto Toscano, Aline Lebaille-Crémer. Nous avions à l'instant Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. On parlait de la manière dont les choses vont se présenter pour les prochaines élections européennes. Est-ce qu'on va reproduire le même schéma? Aline Lebaille-Crémer.
On verra. On va pas parler à la place des gens, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à gauche, il y a des forces qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord. Vous rappeliez des aimants ultra clivants, de surcroît quand on parle d'un scrutin européen, ce qui se passe en Europe en ce moment, l'invasion russe de l'Ukraine, les questions de sécurité, les questions de défense européenne, où là, il y a clairement des forces de gauche qui sont très, très, très claires sur un positionnement par rapport à la Russie, et ce qui est moins le cas en réalité, contrairement aux une espèce de vitrine un peu molle qu'ils affichent, type, je caricature un peu, mais type on soutient très très fort les Ukrainiens, mais bon, quand même, faut pas leur donner des armes. Et ça, à l'intérieur de ces forces de gauche, c'est un vrai sujet clivant. Et par ailleurs, sur l'Europe, et là où ça va forcément poser problème, c'est que c'est quand même le grand dossier européen. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, il y a la question du rapport et du positionnement à la Russie en termes de défense, en termes de économique, en termes de sécurité, il n'y en a pas d'autre. Donc tout ce qui a été porté par LFI de façon ultra ambiguë, ultra contradictoire, contrairement à certains affichages éclairs où on essaye de se rattraper aux branches, parce qu'en réalité, oui, les Européens soutiennent les Ukrainiens dans leur immense majorité. Il n'était pas ambigu. Voilà. Mélenchon, il a soutenu Poutine jusqu'à la dernière minute. Il associait en commun avec Marine Le Pen d'avoir défendu Poutine tant que ça a été possible. Je restais urbaine et polie. Je restais urbaine et polie parce que, voilà, mais je vous en prie, il n'y a pas de problème. Pour le moins contradictoire, et on se rattrape parfois aux branches en allant sur quelques manifs sur la paix avec un discours ultra ambigu, parce que être pour la paix, ça ne veut pas forcément dire être au bon endroit politiquement dans ce dossier, ça c'est très clair. Donc ça, à gauche, il y a quand même aussi des gens, on parlait de Raphaël Glucksmann, qui sont quand même assez clairs sur ce dossier de cette invasion russe de l'Ukraine. Donc ça va forcément batailler ferme en interne. Et il y a... Alors, après, selon moi, ce n'est pas possible qu'il y ait cette liste commune en tout cas pour les européennes. Ça me paraît schizophrène. C'est pas possible tant ce positionnement vis-à-vis du Kremlin, l'historique du positionnement vis-à-vis du Kremlin est tellement clé par rapport à ce dossier qui occupe les institutions européennes nuit et jour, H24, depuis 1 an et demi. Ce n'est pas tellement... Alberto. C'est très simple. Les Verts et les socialistes n'ont vraiment aucun intérêt, comme Guy vient de le dire, de faire une liste commune suicidaire pour eux, qui serait suicidaire pour eux, avec Mélenchon. D'ailleurs, la méthode électorale pousse les partis à se présenter chacun pour soi, parce qu'il n'y a pas cet avantage, cette rente de position électorale qui est la présence d'une coalition. Donc, à mon avis, il n'y a aucun doute sur le fait que les partis les communistes, socialistes, verts et mélenchonistes se présenteront séparés aux élections européennes. Et pour ceux qui regardent l'aspect politique, à mon avis très intéressant, dont Aline vient de parler, est celui des différences par rapport à la crise en Ukraine, à la guerre en Ukraine. Je remarque que cette semaine, on a eu un vote au Parlement européen par rapport aux armes à destiner à l'Ukraine, et la gauche s'est divisée. Et en particulier, la gauche italienne s'est divisée. Et il y a une partie de la gauche italienne qui reproche à la majorité de socialistes au Parlement européen d'avoir une position trop pro-ukrainienne, qui aujourd'hui est favorable à une position moins engagée du côté des aides à l'Ukraine. Donc la gauche européenne, et en particulier la gauche italienne, par rapport à ce sujet aujourd'hui particulièrement sensible, sont divisées. Raison de plus pour lesquelles il n'y aura pas, à mon sens, de liste commune en France, parce que liste commune de gauche en France, parce que la gauche française, comme la gauche italienne, est fortement divisée sur ce sujet. D'autant plus que s'il y avait une liste commune, des gens comme Raphaël Glucksmann n'en seraient pas. Oui, Guy Konopliki. La liste, les sortants socialistes ont été conduits au Parlement européen sur une liste menée par Raphaël Glucksmann.
sur une ligne claire, une ligne socialiste, européenne, etc. Donc il faudrait qu'ils aillent sur une liste derrière Mélenchon, sur des positions inverses. Qu'ils se déjugent. Et qu'ils se déjugent qu'ils déjugent le PS dans toute son histoire, d'ailleurs, en Europe. Ça me paraît totalement impensable, même avec... Mais en fait, la bataille, elle va se faire sur le fait que M. Olivier Faure défend sa place. Il défend sa place. Lui, seconde la nuque derrière Mélenchon, plus que premier secrétaire du PS. Et si il y a une liste Parti socialiste, éventuellement avec des partenaires comme Raphaël Glucksmann et d'autres, le type de liste qui peut être même devant LFI s'ils se battent bien, s'ils la composent bien et à temps, ça peut être fini pour le forisme pourrait avoir du plomb dans l'aile à l'intérieur du PS et changer la donne, y compris pour la suite, pour 2027, pour plein de choses. Alors, je jeter un truc sur les Verts. Or, les Verts, qui ont joué un rôle avec les autres Verts européens, les Allemands notamment, au Parlement européen depuis plus de 20 ans, qui ont obtenu un maximum de réglementation écologique qu'ils défendent en France, et ils ont raison, ils se déjugeraient en allant avec LFI, qui, y compris sur cette question, n'arrête pas de taper sur l'Europe et de dire inclus que l'écologie de l'Europe est jamais la bonne. Aline Levac, l'actualité du Parlement européen, c'était aussi hier, me semble-t-il, le vote d'un rapport sur la question des ingérences étrangères, donc y compris de russes, des Kremlins, sur toutes les institutions, et ce rapport est ultra vertigineux. Donc il y a aussi cette question qui est quand même centrale sur les positionnements des uns et des autres, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même à choisir entre quelque chose qui est de l'ordre du collabo et qui ne l'est pas, parce qu'il y a quand même à faire front, et ça a été, ce rapport est extrêmement riche, documenté, etc., sur comment on se protège par rapport à des attaques qui sont organisées, voulues, structurées et surtout destructrices de nos institutions par notamment le régime du Kremlin. Je voudrais qu'il se protège. Ça a été voté hier à l'unanimité, pardon, pas à l'unanimité, à l'immense majorité des parlementaires, mais c'est une question... Qui étaient directement concernés, ils ont voté. Je voudrais que le Parlement européen apprenne aussi à bien se protéger des influences du Qatar et d'autres pays. Il en est... Alberto, c'est exactement le sujet du rapport. Qatar et Kremlin. Je voudrais qu'il donne suite. J'invite tout le monde à aller consulter ce rapport et à expliquer quand même que quand on était certains... La justice européenne... Je connais le rapport et je voudrais qu'il donne suite à ces bons propos. Mais j'aimerais aussi souligner, parce que j'ai reçu beaucoup de leçons, y compris sur ce plateau parfois depuis des années, sur la question de cette ingérence et de cette menace. En fait, c'est un sujet, et c'est le sujet majeur des institutions européennes en ce moment, en fait. Et il est question du Kremlin et en effet... Loin de moi de vouloir te donner des leçons. Je voulais souligner cette inquiétude par rapport au Parlement. Très bien. Et ben voilà qui est noté. La justice s'en occupe. Il y a des députés mis en examen devant la Cour européenne et devant la justice belge. Il y a des icebergs et des parties émergées de l'iceberg. Il y a un grand nettoyage. Je salue quand même le travail immense des parlementaires qui ont travaillé sur ce rapport pour qu'enfin ce soit démontré par A plus B avec des solutions et surtout des actions. Parce que franchement, ils bossent en ce moment. Je voudrais on va parler tout à l'heure de décivilisation, mais encore un mot sur la question qu'on a évoquée très, très rapidement avec Frédéric Dabir. Il y aura d'ailleurs la semaine prochaine une émission spéciale sur les ravages du wokisme. Est-ce que vous voyez une porosité, je pose la même question, entre la culture woke et la France insoumise? Mais la France insoumise est prête à suivre toutes les positions pourvu qu'elles soient apparemment déstabilisatrices, révolutionnaires, anticonformistes, extrémistes et populistes. Donc tout est bon de ce point de vue-là pour mettre dans la machine de propagande de la France insoumise, y compris les discours woke qui d'ailleurs sont
totalement en contradiction avec au moins une partie des discours woke, sont en contradiction avec la tradition de la gauche radicale européenne. C'est-à-dire que Guy. des fois, ça lui revient en boomerang. C'est-à-dire que LFI est extrêmement opportuniste, donc ils sont attrape-tout de tous les courants de l'extrême gauche, dont les courants woke sous forme féministe, sous forme indigénisme, Les etc. gilets jaunes, les retraites, tout à la la fois, culture woke, tout ça. tout à la fois et n'importe en quoi. Tout est bon pour les Mélenchon. Voilà. C'est-à-dire, l'écologie est de l'autre côté, les gilets jaunes contre les augmentations de carburant. Enfin, ouais, Ça restera. ouais. Mais oui, bien sûr. Et donc, dedans, la culture woke, il y a des féministes ultra, il y a des anti-impérialistes, anti-colonialistes, etc., ultra, qui jouent avec ça. Il y a ceux qu'ils ont, leurs quelques militants dans les universités, parce qu'ils sont pas très implantés, qu'ils ont foutu en l'air l'UNEF et perdu la direction, mais ils ont favorisé la culture woke dans le mouvement étudiant aussi. Et puis après, ils sont contre, parce qu'on peut pas dire que Mélenchon parle en d'écriture inclusive, et on ne peut pas dire non plus. Non, mais on ne peut pas dire non plus que que le soutien qu'il continue d'afficher à Adrien Quatennens prouve le féminisme qu'il affiche par ailleurs. Enfin, bon, Aline. Alors moi j'ai du mal à raisonner avec cette expression woke. Je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, il y a un problème d'ultra, il y a un problème de radicalité, il y a des problèmes de bêtises, il y a des problèmes de micro-groupes qui font n'importe quoi, il y a des problèmes de, oui, on peut réfléchir, penser et combattre certaines dérives dans beaucoup de groupes, mais arriver à décrire quelque chose de société de façon structurée à partir de ce mot, moi je ne sais pas ce que c'est exactement en termes d'organisation, ce que c'est que la culture woke. Donc voilà, j'ai jamais été très Alors on fera très la semaine preneuse de cette prochaine définition sur le des livre turpitudes de nos sociétés. d'une attachée au CNRS qui a fait un livre très très complet sur le thème est-ce que la culture woke est un totalitarisme ? Point d'interrogation. Alors j'en viens à la décivilisation, concept lancé par Emmanuel Macron, qui est apparemment issu d'un échange avec Jérôme Fourquet, directeur à l'IFOP, qui a beaucoup écrit là-dessus. Pour le président Macron, à vos yeux, c'est un mot polémique ou c'est un véritable diagnostic ? Je commence par Guy, parce que vous avez consacré une chronique dans Marianne cette semaine et à ce concept en intitulant votre chronique « Malaise dans la civilisation ». Non, j'ai intitulé ma chronique « Malaise des civilisations », ce qui est évidemment un jeu de mots par rapport au titre d'un petit livre de Sigmund Freud de 1930, qui s'appelait « Malaise dans la civilisation ». Malaise. 29. 29, oui, c'est juste. Il y a la crise de 29 et ce qu'elle va déclencher. Non, il a écrit avant la crise de 29. Et, on est en plein dedans. Quand ça paraît, on est en plein dedans, parce oui, qu'en fait, il a écrit avant. dans le début, il écrit avant. Mais il y a ce qui est en train de monter en Europe. C'est-à-dire les haines, les identités, la haine de la civilisation dans la civilisation. Ce que décrit Freud. Alors, où voulez-vous en venir ? Nous vivons ça. Nous vivons ça, quand on parlait tout à l'heure de cette description, cette phrase sur l'enfer, où la France serait l'enfer, c'est-à-dire une espèce de haine du lieu où on est, d'esprit de guerre civile, qui n'est pas l'esprit de l'opposition, fût-elle radicale dans la démocratie, dans la République. On a le problème de Macron, et évidemment que la manière dont il le dit, tout le monde entend, oui, il dit le barbare est dans la cité, le barbare est l'étranger. Ce que dit l'extrême droite. C'est pas comme ça que je l'entends. J'entends que la barbarie est bel et bien dans la cité. Elle est... d'abord, elle est là en Ukraine. Je veux dire qu'elle est là... la milice Wagner, qu'est-ce que la milice Wagner ? Qu'est-ce que l'armée russe ? Mais particulièrement la milice Wagner, si ce n'est pas la barbarie. Et un point de déshumanisation, la guerre est jamais humaine. Mais là, on est à un point de déshumanisation où la vie, les valeurs, rien n'existe. Rien n'existe.
C'est-à-dire qu'on revient 70 ans en arrière. C'est terrifiant ce qui se passe. Et Donc le mot est de approprié l'autre côté, pour vous. le mot est approprié parce que de l'autre côté, il y a Parce qu'il la désigne manière aussi les dont le violences, débat se délite, pas l'accumulation seulement des en violences France, la manière dont le débat se délite en France, dont les violences montent. On a quand même des violences terrifiantes. Alors après, il y a l'aspect sociétal des choses. On a quand même une gamine qui se suicide sous l'effet d'un harcèlement. C'est pas rien comme histoire. Et quand on regarde ce qui s'est passé, on se dit, mais attendez, c'est la vie de tous les jours. C'est les réseaux sociaux. Celle-là, elle a craqué. C'est les réseaux sociaux. C'est aussi la lâcheté, d'après les parents, la lâcheté des chefs d'établissement, la lâcheté des gens. C'est aussi ça, notre société. C'est terrible. On voit des faits divers d'une violence inouïe. Alors il y a moins de violence qu'il n'y en avait, sauf qu'elles sont plus violentes, quoi. En gros, quand on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur, puis après il y a ce qui se passe, le type de crime, le type de choses. C'est toute une série de phénomènes de société qui doivent être analysés. Et dans lesquels, oui, il y a des problèmes de civilisation. Et nous sommes dedans, oui. Voilà, je tenais à souligner cet aspect que le livre de Freud sur malaise dans la civilisation a été écrit avant la crise de 29, parce que il faut quand même, à mon avis, réfléchir sur le fait qu'on se pose le problème, ça va mal, les choses qui ne marchent pas, une société où l'inquiétude augmente, même quand les choses vont relativement bien par rapport à ce qui va se passer après. Juste après ce livre, on a eu la crise financière de 29, la crise économique, et ce qui a amené en Europe à tout ce que nous savons en Allemagne, et pas que en Allemagne. Donc, les choses... Et en Union soviétique. Les choses, en réalité, vont relativement bien, et on ne voit pas ce qui peut arriver. On ne voit pas le danger surgir devant nous. Et je crois que par rapport à ce qui se passe en France et en Italie et en Allemagne et en Espagne aujourd'hui, cette inquiétude qui monte, et une inquiétude par rapport à un passé et par rapport à une envie que tout aille parfaitement, et on ne mesure pas qu'est-ce que nous avons vraiment, vraiment à perdre. Aline ? Alors, j'ai vérifié sur Malaise dans la civilisation. Il a été écrit en 29, mais il a été publié en 1930. Il Donc, en fait, il a été écrit pendant la crise et publié après. Comme ça, vous avez on a raison tous les deux. tous les deux raison. Et pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron... Mais il n'est pas un économiste qui analyse... Beaucoup, lui, sont tombés sur le poil en expliquant qu'il avait repris René Camus. D'aucuns, comme un certain Bernard-Henri Lévy, a rappelé que quand même ce mot, c'est Norbert Elias qui l'a placé. C'est un grand sociologue allemand qui a enquêté sur les causes profondes de l'aberration nationale-socialiste. On peut même dire philosophe. On peut quand même lui prêter la présomption d'innocence de ne pas avoir cité Camus, mais peut-être Norbert Elias aussi. Et après, quand on reparlait tout à l'heure de grands dossiers européens que sont la guerre d'invasion russe en Ukraine, il y a quelque chose de l'ordre, par exemple, d'un enjeu de civilisation à aller gagner cette guerre, parce que ce que nous proposent en ce moment les forces russes, c'est pas exactement l'idée qu'on se fait d'une civilisation lumineuse. Donc, présomption de luminosité sur ce propos d'Emmanuel Macron et sur les questions de civilisation, justement, si on va par là et si on les réfléchit et si on les pense, c'est peut-être qu'il est encore possible et peut-être souhaitable et sûrement utile que de garder aussi quelques principes moraux par rapport à quelques enjeux de civilisation, notamment par rapport à Vichy et notamment par rapport à Pétain. Et peut-être rappeler que Elisabeth Borne, quand elle expliquait que le Rassemblement national était des héritiers elle répondait à une question au passage. Elle répondait à une question qui lui a été posée. Sont-ils les héritiers de Pétain ? Elle répond oui, et la réponse est évidemment oui. Et ce n'est pas une légèreté morale que d'avoir à rappeler régulièrement aussi l'histoire pour comprendre le présent et aussi travailler et réparer ces turpitudes.
Alors, traditionnelle évocation de votre coup de cœur ou de votre coup de griffe de la semaine. On commence par vous, Guy. Mon coup de cœur de la semaine, c'est l'élection de Sylviane Agacinski à l'Académie française. Et donc l'Académie française continue sa féminisation avec cette philosophe qui a des travaux extrêmement importants. Et finalement, tout n'a pas été grand public. La seule chose qui est grand public chez Sylviane Agacinski, c'est la polémique qu'elle a lancée sur la procréation médicale assistée et sur le fait que l'exploitation du ventre des femmes n'est pas forcément un progrès gigantesque. Elle a posé toute une question sur la reproduction. Faut-il supprimer son caractère sexuel? Faut-il que admettre la différence, c'est en même temps avoir une ligne inclusive, c'est-à-dire que on établit une égalité qui n'est pas l'égalité réelle de la nature. Oui, alors et en plus, il faut lui rendre cette justice, c'est que elle était victime de la culture woke puisqu'on l'a interdit de séjour dans les universités pour faire des conférences. Maintenant, elle est à l'Académie française et c'est très bien comme ça. Alors, Alberto. Une chose à laquelle je tiens beaucoup, le 7 juin sera une grande exposition, une magnifique exposition, sera inaugurée au Louvre. C'est sur la peinture italienne. Un miroir entre la partie italienne des collections du Louvre et des œuvres, des chefs-d'œuvre qui arrivent du musée de Naples, du musée de Capodimonte. Cette magnifique exposition qui sera inaugurée d'ailleurs par le magnifique musée, qui sera inaugurée par le président de la République italienne qui vient à Paris le 7 pour inaugurer cette exposition. C'est une chose très importante aussi pour l'Europe, il faut la dire, il faut la souligner. Cette exposition mérite d'être vue, elle sera ouverte jusqu'au janvier prochain, donc il y aura le temps pour la voir, mais allez la voir. 10 secondes. La photo de famille européenne sans Erdogan qui a été prise à Chisinau lors du sommet européen et Volodymyr Zelensky et Maya Sandu arrivant côte à côte à ce sommet voulu par la France. La photo de Madi est très pleine d'espérance. Voilà. Et mon coup de cœur, une belle interview du grand rabbin d'Israël, David Lowe, dans Le Point cette semaine, très intéressante et une belle vision humaniste du rabbinat. Voilà, c'était le 4 quarts politique. Je remercie Guy Konopnicki, Alberto Toscano, Aline Lebaille-Crémer et Frédéric Dabi. Bon dimanche à tous.